de art et finance, que Stéphanie a créé son site internet et sa société pratiquement en même temps que moi, à quelques jours près, en 2014. Et donc, elle a également fait des petits bébés, notamment au niveau du Young Art Club, comme les Coffee Club, qui a aussi lancé son Student Club. Donc voilà, il y a beaucoup de parallélisme entre les deux clubs et ça a toujours très bien fonctionné. Et donc aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir parmi nous. Alors, c'est hyper passionnant. Nous avons plus ou moins une petite heure, 35 à 45 minutes, si tu veux bien, Stéphanie, des présentations pour qu'on puisse également échanger entre nous. Et donc, au niveau de la présentation, je vais le faire très court. Donc, au niveau de ton parcours, donc l'ICHEC, l'Université de Londres, l'ULB en master en art, histoire de l'art. Tu es également professeur marketing d'art et de la culture à l'EFEC. Et tu as donc également, tu es responsable des amis du musée d'Ixelles notamment. Voilà, donc tu compléteras si j'ai oublié quelque chose, mais dans les grandes lignes, voici un petit peu donc ton parcours. Je vais te céder bien volontiers la parole. Je coupe le micro de tout le monde et on peut également chatter en ligne sur le côté droit. Vous avez la possibilité de discuter, poser vos questions ou éventuellement poser vos questions via la petite main levée qui est au bas de votre écran à droite. Pour les habitués, vous savez comment ça fonctionne, et pour les nouveaux, soyez les bienvenus parmi nous chez Ecofin Club Art et Finance. Alors Stéphanie, sans plus attendre, je te cède la parole. Alors, un petit problème de micro. Il faut le réactiver chez toi, Stéphanie, en fait. Peut-être te désactiver et te réactiver, revenir en ligne si tu veux bien. Voilà, donc un petit problème de micro. Stéphanie va nous revenir incessamment sous peu. Voilà, nous attendons le retour de Stéphanie. Elle est là. Stéphanie est toujours prête avec ton micro. On va les réactiver tous, peut-être que ça va fonctionner. Même pas. Stéphanie. Voilà, parfait. Ah, ça s'est reconnecté. Stéphanie, tu peux réessayer? Alors, on touche plus à rien. Stéphanie, ton micro, s'il te plaît, tu peux le réactiver? Peut-être sortir de nouveau de LiveSide, Stéphanie, et revenir parmi nous. Tous les autres micros fonctionnent, c'est chez toi que ça bloque. Voilà. Oui, mais là, ils sont tous ouverts, donc maintenant, on va laisser se connecter. Voilà, Stéphanie, nous t'écoutons. C'est bon? Voilà, parfait. Oui, c'est très bien. Et on y va, c'est parti. Voilà, bon, ben effectivement, je vais directement, vu le temps qui passe, et Didier m'a très bien présenté. Effectivement, donc je suis historienne de l'art, j'ai plusieurs diplômes que j'ai complétés avec cette vision du marketing qui, je pense, est justement très intéressant dans le milieu que nous vivons et dans ce milieu artistique.
Alors notamment, j'ai bossé aussi bien en galerie d'art qu'en institution, notamment au musée de la photographie où j'étais responsable des collections pendant plus de 6 ans. Et j'ai développé en parallèle, comme Didier l'a dit, comme lui, c'est vrai qu'on grandit ensemble et c'est assez agréable pour cela. J'ai développé un parcours d'indépendante avec diverses formes, que ce soit mon cercle d'art contemporain ou certains d'entre vous, j'ai reconnu Alain, font partie où je propose sur l'art contemporain une quarantaine d'activités par an. Et nous sommes restés actifs même en cette période. J'ai décliné ça avec un cercle plutôt de jeunes, donc ce sont vraiment comme vous, un business club, mais les activités sont concentrées sur l'art. Et en parallèle de ça, j'ai d'autres fonctions telles que professeur à l'Université des Aînés ou à l'Haute École EFEC en marketing effectivement des arts et de la culture, mais gère aussi les amis du musée d'Ixelles. Voilà un peu pour voilà, l'ambiance, on est un cercle dynamique et convivial, mais comme vous, membre des Coffee Club. Alors, j'avais envie de vous présenter un peu cette tendance par rapport au milieu de l'art. C'est plus un peu vous faire un bilan aussi par rapport à 1 an maintenant, après cette pandémie. Où en sommes-nous et qu'est-ce que le milieu digital a apporté, je vais dire, aussi au milieu de l'art. Alors, si on fait un peu un état des lieux rapide des différents acteurs du monde de l'art, quels étaient les outils numériques qu'ils utilisaient, j'ai mis ça de manière en quelques points. On a les galeries, les musées, fondations, artistes et foires sont vraiment les grands acteurs. Chacun travaille avec l'autre, un artiste est représenté en galerie, la galerie s'efforce à avoir son artiste dans un musée et les galeries fonctionnent en étant dans des foires et certaines formes de musées sont des fondations. Tous ces acteurs fonctionnent avec des sites internet, sauf les artistes. Certains ont des sites, mais ce n'est pas forcément la donnée principale. Nous avons pour les galeries un système aussi de newsletter. On fidélise aussi ses clients, on leur tient au courant de ce qui se passe. Et certaines galeries ont des réseaux sociaux, pas forcément fort actifs, mais certaines le font. Et donc, je vous parle de manière globale, que ce soit aussi bien en Belgique qu'en France ou à l'étranger. Les musées n'ont pas forcément de newsletter avec leur public. Ils peuvent en avoir, ça dépend un peu des institutions. Au musée de la photo à Charleroi, on n'avait pas vraiment une newsletter. Les réseaux sociaux, à nouveau, ça va dépendre un peu qui est dans la communication dans l'institution et qui va peut-être activer ou non. Mais la plupart des musées ont un site internet, vous savez, rien que pour réserver votre billet. Les fondations, centres d'art, eux, sont en général, vu que ce sont souvent plus, en tout cas dans les fondations des privés, ils sont plus actifs sur tous les types de formes de communication. Les artistes, ça va un peu dépendre, mais ils sont plus à avoir une visibilité en réseaux sociaux. Et certains gardent une fidélisation avec leurs clients via des newsletters. C'est le cas d'un photoreporter, Sébastien Van Melgem, par exemple. Et les foires, eux, essayent d'être actifs plus avec leur newsletter pour tenir au courant de quand la foire va avoir lieu. Leur site internet et leurs réseaux sociaux vont être un peu plus faibles, vont être très actifs pendant la foire et vont diminuer quand la foire est finie. Alors, je pense réellement que c'était important de le signaler, que la crise sanitaire a évidemment énormément changé les choses. D'ailleurs, nous sommes tous connectés avec un écran, que ça plaise ou non, mais voilà, c'est une forme pour effectivement garder le contact. Il faut savoir qu'en Belgique, 93% des revenus du secteur sont impactés. Il y a 1 an maintenant, c'était le 13 mars, on recevait ces newsletters à Tristan qui nous informait de la fermeture de tous les lieux culturels. Et bien voilà, directement chez nous, en tout cas en Belgique, c'est un secteur énorme qui est touché parce qu'effectivement, on pense aux musées, centres d'art, galeries, mais il y a aussi tous les acteurs qui sont dedans, les transporteurs d'art, certains assureurs, les guides conférenciers, les artistes performants. Et donc voilà, il va y avoir vraiment une économie énorme qui va être impactée par rapport à cette crise. Alors, c'est pour ça que je trouvais qu'il était intéressant de partager un écran, même si je ne vous vois plus. Il était intéressant de voir un peu les chiffres. Alors, vous savez, il existe plusieurs outils
en ligne qui permettent justement d'avoir ces résultats. Et c'est notamment le cas de ArtPrice, qui est un site qui, chaque année, fournit des rapports gratuits. Hein. Donc, si vous avez envie, vous pouvez télécharger les rapports. Ils sont faits de manière extrêmement précise. Et ça, c'est un des premiers rapports qui est sorti par rapport à la crise sanitaire pour vous montrer l'évolution du chiffre d'affaires du marché de l'art et vous montrer au premier semestre l'impact que ça a eu, alors que ce marché, on pouvait le dire d'une certaine façon, était assez en croissance. Donc déjà, impact très fort en termes de vente. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais on sait qu'on pouvait vendre en ligne. Alors, quelle est cette évolution? Ici, c'est un rapport de la banque Xcox, Xcox qui est aussi très spécialisé par rapport à tout ce qui est art, produit art. Et eux ont fait un très très bon rapport qui a été publié ici fin 2020 sur justement cette évolution du marché de l'art en ligne, qui est le propos de notre rencontre aujourd'hui. Et regardez ces chiffres de vente en ligne avec ce prix en millions de dollars, on voit qu'il y avait quand même une certaine croissance, une croissance qui va exploser avec la crise du Covid. Alors, cette crise du Covid, vous savez, ça a des conséquences énormes pour tous les acteurs. On l'a vu, on le sait, en France, ça a encore des répercussions. Il doit y avoir des tollés, des lettres qui sont adressées par tous les milieux, que ce soit même le théâtre et le milieu culturel plus large, pour rouvrir au public, vu qu'on sait, il y a même un rapport anglais qui a été fait, qu'un supermarché est un endroit plus contaminant qu'un musée, parce que dans un musée, vous ne parlez pas en général, et vous ne touchez à rien. Donc, effectivement, cette conséquence de fermeture va impliquer tous ces acteurs à garder du contact avec le public ou avec le client. Vous le savez, quand on a tous, pour certains d'entre vous, monté des boîtes, si on n'a plus le contact avec notre client ou nos partenaires, c'est des choses qu'on a mis des années à construire et c'est pareil pour les institutions ou pour des galeries, il faut garder le contact. Alors chacun va un peu trouver sa façon de procéder. Et cette crise est arrivée à un moment où en Belgique, il y avait, enfin c'était à Maastricht, il y avait la TEFAF, qui est cette foire d'art et d'antiquité très poussée, qui a fermé en plein milieu. Donc vous imaginez les impacts pour tous les marchands qui avaient payé pour la totalité de la foire. Mais il y avait aussi, peu de temps après, Art Basel Hong Kong, qui, comme vous le savez peut-être, Art Basel est le leader des foires d'art. Il a des petites antennes Ami à Bâle, qui est évidemment la maison mère, et donc Hong Kong. Et donc, on s'est rendu compte, et les chiffres sont impressionnants, Art Basel Hong Kong, c'est 90 000 visiteurs en présentiel, comme on dit maintenant, en 2019. Et en 2020, c'est 250 000 visites en ligne. Les chiffres sont impressionnants. Il faut savoir qu'il y avait plus ou moins 2000 œuvres qui étaient présentes sur le site avec une lecture qui n'était pas simple. C'était arrivé tout simplement sur un site avec plein de petits noms d'autres galeries. Vous cliquiez dessus, vous aviez plein d'œuvres. Il fallait chaque fois faire de ce qu'on appelle du scroll down, donc faire défiler votre écran pour voir les pièces. Et ça, c'était pour une galerie. Imaginez ça fois les 150 galeries présentes. Ça fait direct un chiffre impressionnant. Malgré tout, et ça, c'est assez intéressant. Il y a eu des ventes avec des prix astronomiques. Tenez-vous bien. C'est Anthony Gormley que je vous montre à gauche. Il a réalisé un prix de vente au sein de la galerie Continua de 500 000 $. Et à côté, vous avez une œuvre de Marlène Dumas de la galerie Zwirner qui a atteint 2,6 millions de dollars en ligne. On s'entend bien que ce sont des sommes qui sont passées en ligne. Pourquoi ces artistes ont atteint ces sommes-là? Ce sont des artistes connus. J'ai beaucoup discuté avec des collectionneurs pendant le premier confinement et beaucoup de collectionneurs m'ont dit on peut arriver à acheter un artiste qu'on a déjà vu, qu'on a déjà senti, mais un jeune artiste dont on ne connaît pas la facture, la technique, c'est plus compliqué. Ces artistes-là sont deux grands noms. Moi, j'avais vu cette installation Breathing Room justement à Art Basel, et donc c'était quelque chose qui était déjà connu, on va dire, du regard des gens, et donc on a un peu plus confiance, et puis aussi, qui est quand même une donnée importante, et ça c'est quelque chose à retenir aussi du digital, c'est que ce sont deux artistes représentés par des très grands noms de galeries. Je reviendrai d'ailleurs notamment sur la galerie Zwirner. Mais donc,
Le digital, je vous ai d'ailleurs, petit clin d'œil, mis une photo que j'avais faite d'une vidéo de David Clairboy, où j'ai voulu, un artiste belge, j'ai voulu aller visiter, enfin créer en tout cas une conférence en ligne avec lui en me disant c'est de l'art vidéo, avec mes membres, ce sera possible. Et sa galerie m'a dit non, 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 lui, il préfère avoir des gens dans son atelier. Donc c'est assez drôle. Mais donc le digital va avoir un réel impact. Alors, dans l'idée de cette présentation, assez succincte, je l'avoue, c'était de vous présenter comment chaque acteur a un petit peu tiré son épingle du jeu et quelles sont peut-être les conséquences, ou en tout cas quel va être l'avenir par rapport à ce digital. Les musées, qui sont vraiment, on va penser quand on parle de culture, je suppose que c'est le premier mot auquel vous pensez, les musées ont été les premiers à réfléchir à remettre du contenu sur leur site. Vu qu'ils avaient quasi tous du site, ils se sont dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on a un peu dans nos placards? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des audio-guides qu'on pourrait mettre en ligne? Est-ce qu'on a des présentations d'expos? Est-ce qu'on a des petites vidéos? Donc tout le monde va un petit peu chercher dans ce qu'il a d'existant pour pouvoir le mettre en ligne. Certains vont justement, en appuyant leur site de contenu, développer des newsletters comme la centrale à Bruxelles en disant tiens les gars, on a mis du contenu supplémentaire en ligne, peut-être que c'est l'occasion de mettre un focus sur ce contenu et on vous le signale par notre newsletter. Certains vont se rendre compte dans les institutions que les réseaux sociaux sont des outils qui ont énormément été utilisés pendant le confinement. Je suis sûre que vous avez tous fait partie de groupes WhatsApp d'échanges d'images et autres, ou de petites blagues aussi. Donc les musées vont prendre conscience de l'importance que peuvent avoir les réseaux sociaux. Et puis il va y avoir aussi un nouvel acteur qui va être le podcast, où on va, j'ai mis ici un petit visuel. Le podcast, vous allez me dire, tiens, c'est étonnant, parce que le podcast, c'est quoi? C'est une forme de radio. Donc, c'est-à-dire, c'est une écoute d'un sujet, et donc on n'a pas d'image. Alors que dans le milieu culturel, même moi, j'ai voulu vous montrer une présentation, souvent l'image est importante. Toutefois, je trouve que le podcast a quelque chose, un grand avenir. Il y a même des gens qui sont spécialisés maintenant, notamment Makers Media, à développer que du podcast pour les clients. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que on peut, pendant 1 heure, d'une certaine manière, s'évader quand on est même en voiture ou qu'on est en déplacement et écouter un sujet bien spécifique. Le problème, par contre, c'est que certains, et c'était notamment le cas de l'ISEL, que j'aime pourtant beaucoup, centre d'études à Bruxelles, eux ont fait des conférences qui ont été données en présentiel et ils ont mis le contenu en ligne. Et là, ça marche moins bien. Pourquoi? Parce que le conférencier, évidemment, dans sa présentation, dit comme vous pouvez le voir à l'écran, sauf que vous ne voyez rien à l'écran. Et donc là, effectivement, il faut vraiment, si on fait du podcast, avoir un contenu qui est dédié au podcast, faire une interview, on sait que l'auditeur va écouter. Et si on référence à un moment dans l'époque, j'ai entendu un autre podcast qui dit en septembre, il y aura une exposition. Non, en septembre 2021, vous ne savez pas quand la personne qui va écouter votre podcast va l'écouter réellement. Plein de musées l'ont fait aussi bien sur SoundCloud que sur Spotify. Et on voit justement ici du côté droit, on voit Paris Musée, un musée en Autriche, je pense que j'ai mis, l'ISEL, la MEP à Paris. Donc beaucoup d'acteurs vont travailler le podcast. Ici, je vous avais mis 2 captures d'écran pour vous montrer les musées. On va même avoir des jeux vidéo. Le jeu vidéo va prendre une part importante dans le milieu culturel. Ça va être recréer des expositions sous forme de jeux vidéo. C'est assez impressionnant. Ou c'est même créer des zones de réunion dans des jeux vidéo pour visiter ensemble une exposition. Donc on vit des choses quand même assez incroyables et on touche une autre génération. On s'entend bien quand même de gens qui sont à l'aise avec quand même ces nouveaux outils. Alors, on peut avoir des chaînes YouTube aussi, on peut avoir, et voilà que ma tablette s'affole, on peut également se rendre compte par contre qu'en Belgique, il peut avoir une plus grande lenteur dans ce développement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la formation autour. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un métier quand même dans tout ce qu'on appelle community management, qui est un métier qui évolue énormément. Et je trouve qu'en Belgique, on est un petit peu moins réactif par rapport à ça. En tout cas, certaines institutions, pas toutes, bien sûr. Il y a aussi le développement de cours qui vont être faits par certaines institutions, les MOOC, notamment le Centre Pompidou à Paris. Et on se rend compte aussi
aussi, c'est assez intéressant, j'ai discuté avec une responsable communication de la centrale qui me dit, eh bien maintenant on prime une communication en ligne principalement plutôt qu'une publicité dans un encart d'un journal. Pourquoi? Parce qu'on sait mieux quantifier le retour sur le produit. Donc c'est vrai qu'il y a une plus grande visibilité. Et à nouveau, on est tous obligés maintenant, si on veut aller dans une institution, c'est de passer par une billetterie en ligne. On doit laisser notre email et on vous met bien que vous êtes d'accord de laisser votre email, vous n'avez pas trop le choix. Et puis, vous recevez quelques semaines après une petite newsletter qui vous informe que vous faites partie du fichier de l'institution. Donc, voilà. Après, on a une meilleure connaissance aussi du profil des gens qui ouvrent les portes de notre institution. Alors, vous connaissez peut-être aussi cet outil Google Arts and Culture. Regardez, c'est un chiffre que j'ai trouvé via Graph Ocular News, qui est un site très spécialisé en art, qui montre qu'en mars 2020, il y a eu une augmentation de 4 fois de fréquentation du site parce que les gens se sont dit, tiens, on ne peut plus aller dans les musées. Tiens, au fait, je me souviens que Google Arts and Culture a du contenu, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce contenu? Et eux ont développé pas mal de contenu, du contenu notamment pour occuper les enfants, avec des petits exercices, comme pas mal de musées aussi ont fait, Try This at Home, avec des hashtags sur Instagram, mais des vidéos, des présentations de mouvements, de courants, et donc du contenu quand même de ces grandes qualités que les institutions ont bien voulu faire en partenariat avec Google Arts and Culture. Il y a d'ailleurs une carte qui a été mise sur pied par une chercheuse, un professeur, Chiara Zuani de la Digital Humanities Section en Autriche, donc qui est spécialisée dans tout ce qui est musée et développement digital de ces institutions, et qui a recensé de manière très intelligente sur une carte, et ça fonctionne par agrandissement, toutes les initiatives digitales des institutions muséales. Et c'est vrai que je trouvais que ça manquait, parce que pas mal d'institutions développent des choses, mais en fait, vous devez aller chaque fois sur chaque site d'institution. Ce qui prouve aussi qu'on peut mettre du contenu digital, mais qui va peut-être s'adresser qu'à notre public. Et que la tendance maintenant, et en tout cas le challenge d'aujourd'hui, c'est de peut-être justement s'adresser à des nouveaux publics et de permettre justement par le digital, qui est une ouverture de frontières, de toucher des gens qui sont un peu dans le monde entier, où vous n'auriez peut-être pas, vous, mis les pieds au Tokyo Museum. Mais en ligne, vous pourriez le faire. Et ça pourrait vous donner envie, après, d'aller physiquement au Tokyo Museum. Alors, il y a eu des initiatives aussi bien au niveau un petit peu plus média classique, comme Arte, qui a développé toutes ces capsules de seul au musée. C'est vrai que c'est un peu le rêve de tout passionné d'art, c'est de se retrouver enfermé dans le musée, admirer la Joconde sans avoir 15 personnes dans une file et avoir 10 secondes chrono pour faire sa photo. Donc ça a été une conséquence assez intéressante de ces petites capsules qui vont persister. Et vous avez même une chaîne dédiée, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Museum TV, qui existe déjà depuis décembre 2010, mais qui, avec le confinement, a eu une montée de chiffre d'affaires et qui s'est associée avec des opérateurs tels que Bouygues Télécom pour avoir de la visibilité sur un plus grand public. Et l'aboutissement utile en termes muséals, eh bien, c'est de créer un musée entièrement digital. Le VOMA Museum, extraordinaire, ils ont fait une très très bonne communication. Moi, j'étais dans leur newsletter et puis j'ai été dans ce musée. Donc, c'est un musée qui n'existe pas du tout physiquement, qui n'existe que de manière virtuelle. On vous recrée l'ambiance d'un vrai musée. Vous rentrez par une entrée avec un magnifique jardin où il y a des œuvres dans le jardin. Et puis, vous parcourez les salles de manière agréable sans avoir le tournis et vous avez des pièces d'exception. L'intérêt d'une telle institution, c'est de créer des expositions qui n'auraient jamais pu être physiquement créées. C'est-à-dire que, vous savez, dans le métier, il y a des œuvres qui ne bougeront jamais de leur semestre en termes d'assurance, de conservation, de coûts de transport. Eh bien là, tout est possible. Et vous pouvez mettre en relation des pièces extraordinaires. Et donc, ce musée, je pense, a quand même un certain intérêt. Alors, comme l'idée, c'est de vous brosser pas mal de choses, le milieu de la foire est un milieu qui, je pense, en termes de business model, est un peu plus en danger. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dans un avenir proche quand on pourra réunir sous un même toit autant de gens
qui doit voyager, qui doit faire des transports, et puis c'est dans un espace fermé. Donc, eux ont la grosse difficulté de voir sur du plus long terme comment leur avenir peut s'éclaircir d'une certaine façon. Donc, je vous l'ai dit très rapidement, ce sont des acteurs qui ont mis en place des plateformes dédiées, mais avec des coûts spécifiques, de pouvoir mettre autant d'œuvres d'art, alors qu'avant, on voyait qu'une œuvre par galerie. Et c'est eux qui ont vraiment le plus évolué aussi. Ils ont essayé de créer le plus de dynamisme par rapport à la foire. Et il faut savoir aussi que ce sont ceux qui ont peut-être le plus grande concurrence parce que tout le monde peut faire Arco Lisboa, Art Dubaï, Art Basel Hong Kong, alors qu'avant, c'était quand même un certain type de public qui allait dans une foire ou dans une autre foire. Ici, si vous êtes connu comme collectionneur, vous allez recevoir des newsletters de toutes ces foires et vous allez être invité à y participer. Donc, comment arriver à se démarquer? En proposant du contenu où je trouve que l'on dialogue avec son public. Je pense que les foires qui réussissent le mieux, ce sont des foires qui viennent avec des réelles présentations. Art Dubaï, Artissima ici avait proposé à Isabelle Van Den Eyde, qui est à Dubaï, de faire une sélection parmi Artissima d'œuvres, donc pas d'œuvres qu'elle représente en tant que galeriste, mais d'autres galeries, et de sélectionner pendant 1 heure sous forme de Zoom. Elle expliquait son coup de cœur, pourquoi ça l'intéressait, et elle mettait en lumière comme ça d'autres œuvres. Je trouvais ça assez intéressant, et puis il y avait un moment où on pouvait même discuter avec la personne de la foire et Isabelle de ses choix. Paris Photo a également aussi venu avec des lives Instagram. Ici, c'est avec Orlan, qui est une artiste de renom, et c'était intéressant d'avoir cette discussion avec une artiste qui, en principe, ne discute pas sous cette forme-là. Et puis, vous avez eu ici, c'était la semaine passée, vous avez vu la FIAC, donc, qui est une foire qui se tient généralement en octobre à Paris. Eh bien, la FIAC ici a présenté une version online et a vraiment réussi maintenant à dynamiser leur mode de présentation. Il faut savoir que ces foires ont étendu leur période de visibilité en ligne. Avant, vous aviez 4 jours et puis maintenant, c'était pendant 2 semaines, par exemple, vous pouviez voir quelque chose. Avec toujours cet esprit de garder pour des VIP. Donc ici, c'était pendant 2 jours, les VIP pouvaient se connecter et puis après, c'était le grand public. Mais avec une communication dynamique, une présentation beaucoup plus agréable. Ce n'était pas chaque photo sur la même rangée, mais c'était sur plusieurs rangées et il y avait vraiment cet aspect dynamique. Et une autre donnée essentielle, vous avez là maintenant l'information du prix. Avant, quand vous alliez en foire, vous n'aviez pas cette information. Vous deviez chaque fois demander à la galerie. Et à ce côté, un petit peu, on sait que si vous êtes un vrai acheteur, vous allez soit déjà identifier l'œuvre qui est au mur, parce qu'il n'y a même pas des fois le nom de l'artiste, et puis vous allez savoir un peu la gamme de prix. C'est une forme aussi un petit peu de sélection, de ne pas mettre le prix. Mais sur cette plateforme en ligne, maintenant, vous avez cette arrivée de prix. Certains ne jouent toujours pas le jeu dans des grosses galeries, parce qu'ils se disent, nos collectionneurs connaissent la fourchette. D'autres, quand même, le font sans vraiment vous mettre le prix exact, mais vous mettre une fourchette, ce que je trouve est intéressant parce qu'il y a quand même un autre type de collectionneurs qui ne connaissent pas les prix de tout le monde et qui peuvent avoir cette information-là quand même. Et ici, la FIAC a proposé, sous une forme, je trouve encore un petit peu rigide, mais malgré tout, à travers les yeux d'eux, donc 5 personnalités du monde de l'art, évidemment avec un ancrage français, vu que la FIAC est une foire française, avec un ancrage français aussi, de présenter, de sélectionner sous une thématique une quinzaine d'œuvres. Alors tout ça aussi pour les galeries, c'est assez intéressant parce que ça réduit leur coût. Ici, je crois que c'était 500 ou 1000 euros pour participer. Avec 500, vous mettiez 6 heures. Avec 1000 euros, vous en mettiez 12. Mais ça permet, évidemment, ce sont des coûts bien moindres que quand vous devez prendre des avions, les per diem, des hôtels, des transports. Alors, il y a des foires qui s'en sortent extrêmement bien, c'est le cas d'Arco. Moi, avant, j'entendais parler d'Arco, qui est une foire madrilène, j'en entendais parler en février. Et bien maintenant, j'entends parler d'Arco toute l'année parce que je reçois des newsletters de façon très dynamique qui me proposent soit des discussions, des talks, soit ici, Digital Space of the Arco Community, qui vous montre un petit peu tous les acteurs qui participent à Arco, quel est leur dynamisme, tout en mettant un ancrage à Madrid parce qu'ils proposent encore des promenades dans les galeries quand c'est permis, quand c'est ouvert, effectivement. Mais donc, il me montre un certain dynamisme pendant toute l'année. Et donc, Arco va être un nom que je vais toujours garder à l'esprit. Là, je trouve que c'est aussi une grande force, sans devoir lasser l'esprit.
mais au contraire en montrant différents types de présentation et de dynamisme. Alors, vous avez les galeries, dont je vous ai déjà un peu parlé par rapport aux fois. Bon, ben, les galeries, eux, veulent directement soit téléphoner à leurs clients. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont fait ça. Mais il y en a d'autres aussi qui vont mettre sur pied ces fameuses viewing rooms. Alors, c'est quoi une viewing room? Eh bien, c'est vous créer l'impression d'être dans la galerie et de vous présenter un accrochage sur une certaine thématique. Alors, ici, je vous ai mis quelques exemples. Alors, vous pouviez avoir un accrochage qui était fictif. C'était notamment le cas chez Kamel Menou, qui a mis 30 000 euros dans le digital. Il a engagé 3 personnes qui ne font que ça dans son équipe. Et c'était le premier accrochage, c'était le thème Home. Donc, jouer sur le fait qu'on était tous à la maison. Et c'était chercher dans leurs artistes, des artistes qui travaillaient, qui avaient en tout cas un esprit dans leurs œuvres à travers l'esprit de la maison. Et il y avait un accrochage en ligne assez agréable. On pouvait cliquer, agrandir, avoir l'information sur l'œuvre, le prix, comment ça visualise chez vous. Et ça, c'était entièrement fictif. Après, vous aviez d'autres acteurs tels que Templon, et c'est la petite vidéo que je vous montre, où Templon a recréé, si vous voulez, avec une photo de grande qualité de l'espace, c'est Arteia qui fait ça, et là, vous pouviez naviguer dans l'espace, agrandir et voir les œuvres avec des informations. Mais le maître dans le digital, là-dessus, c'est quand même Zwirner. Il faut savoir que Zwirner a commencé à travailler, donc c'est une grosse galerie qui a des antennes partout dans le monde. Il a 12 personnes à son service, rien que pour le digital. C'est le premier qui a engagé une directrice digitale qui s'appelle Elena Soboleva, qui a notamment travaillé pour une plateforme qui recense certaines galeries qui s'appelle Artsy. Elena a réellement réfléchi de comment avoir une visibilité en ligne de la galerie. Si vous voulez que le digital fonctionne, en tout cas dans le milieu là, il faut apporter une plus-value. Moi, j'ai toujours dit à mes membres dans les activités que j'ai proposées en ligne, on en parlera, il faut que je ne vous frustre pas de ne pas pouvoir faire l'activité en présentiel. Il faut créer une vraie plus-value. Et Zwirner a vraiment mis ça en place, c'est-à-dire qu'on met du contenu supplémentaire à celui que vous pourriez avoir si vous étiez physiquement dans la galerie. Comment faire cela? C'est en mettant des vidéos, c'est en mettant du contenu des textes, des photos, des inspirations, en alimentant, mettant des petites interviews. Et en alimentant ce contenu, eh bien, vous ne déforcez pas le travail que vous faites dans vos murs, mais vous apportez un contenu et une documentation énorme. Et vous apportez ce dynamisme et cette volonté aussi de régulièrement aller voir ce qui se passe. Et regardez d'ailleurs dans la barre, quand je vous parlais du podcast, Zwirner est aussi sur cette tendance du podcast. Alors voilà, Arteia est par exemple un partenaire belge de l'association d'un collectionneur et d'un spécialiste de tout ce qui est blockchain pour justement développer une connaissance de votre collection, mais aussi pouvoir prêter certaines de vos œuvres ou de créer carrément, comme on l'a vu pour Templon, votre galerie de manière virtuelle. De très très bons acteurs. Alors, je pense que malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont ceux qui s'en sont le mieux sortis. Ce sont les salles de vente. Les salles de vente ont été impressionnantes. Par exemple, Sotheby's, qui avait été racheté par Patrick Drahi en 2019, avait déjà vu une augmentation de ses ventes, mais en 2020, 25% d'augmentation supplémentaire de leurs ventes en ligne. Au cours de mars 2020, 10 fois plus de ventes que Christie's. En avril, ils avaient pour chiffre d'affaires 6,4 millions de dollars de ventes en ligne. Et avant l'été, ils avaient, et ça c'est assez important, ils avaient réussi à toucher entre 30 à 35% de nouveaux collectionneurs. Et ça, c'est assez dingue. C'est-à-dire que, évidemment, on va commencer à toucher un public, en tout cas de collectionneurs un peu plus jeunes, mais un nouveau public qui est à l'aise aussi avec ces outils numériques. C'est bien simple, entre mi-mars et mi-mai, ils ont fait 46 ventes en ligne, alors qu'à la même époque, en 2019, ils n'en avaient fait que 18. On va même avoir une ouverture de frontières, notamment avec Christie's, qui va faire une vente pendant l'été qui s'appelle la vente One, qui va réunir Hong Kong, Paris, Londres et New York, et il n'y a plus de fuseau horaire. On peut vraiment jouer sur, voilà, il n'y a plus de fuseau horaire, on ne se casse plus la tête, on essaye justement de trouver peut-être un fuseau qui correspond à tous,
mais on peut toucher notre public de partout. Ça, c'est une innovation aussi assez extraordinaire. Ils vont même proposer de la réalité augmentée pour avoir cette impression de l'œuvre chez vous. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est assez incroyable. Donc, vraiment, une croissance extraordinaire au niveau de ces salles de vente. Aussi une personnalisation avec notamment des conférences. Et puis, alors, les derniers acteurs, évidemment, ce sont les artistes. Et je crois que vous avez dû suivre ici, hier, c'est conclu la vente de la première œuvre entièrement numérique de BIP, si son nom, si je ne me trompe pas, qui a atteint, tenez-vous bien, 69 millions de dollars en crypto-monnaie. Ça a été vendu par Christie's. Donc, c'est-à-dire que l'œuvre, elle n'existera jamais en vrai et que l'argent, c'est de la crypto-monnaie. Donc, c'est une avancée quand même assez extraordinaire. Alors après, est-ce légitime ou pas? Est-ce du blanchiment d'argent ou pas? Ça, on verra si on en parle entre nous. Mais voilà, il y a cette volonté aussi peut-être pour les artistes de développer quelque chose de complètement nouveau. Il y a eu aussi, mais on ne sait pas encore si c'est lui qui l'a attesté ou pas, il y a eu une action par rapport à l'œuvre juste au-dessus, qui est une œuvre de Banksy, qui a été entièrement brûlée, qui était estimée à 995 000 dollars, brûlée pour devenir entièrement un actif numérique et être vendu et ne plus avoir une présence physique, donc n'être vendu que sur cette photo. Il y a eu aussi un grand élan dans les artistes, notamment sur aussi Instagram, avec des hashtags Support Artist Pledge pour soutenir. Il y a des plateformes aussi qui ont mis leurs outils à disposition pour que les artistes aient une certaine visibilité, parce que vous voyez, je vous parle de certains acteurs, ce sont des grands acteurs qui arrivent à s'en sortir, et peut-être moins les plus petits, parce qu'il faut quand même une certaine expertise, connaissance et une certaine gestion du temps. Alors, il y a eu aussi des projets, mais j'ai quand même l'impression que ce projet commence à avoir un peu de difficultés, mais notamment de faire en ligne des visites d'ateliers d'artistes en réunissant sur un site Studio Visite. Ça a été lancé en avril 2020. Tout plein d'artistes dans le monde entier, et vous payez, c'est quand même assez cher, c'est 250 dollars, et vous pouvez faire une visite, soit privée, soit en groupe, digital, de l'atelier de l'artiste qui a peut-être une exposition. Alors, de mon côté, de mon point de vue, moi, je trouve que effectivement, il ne faut pas être réfractaire au digital. C'est vrai que j'aurais préféré vous voir en vrai, surtout qu'ici, je ne vous vois plus du tout, vous voir en vrai, de faire cette présentation. Toutefois, moi, je trouve que ça m'a ouvert des portes de façon extraordinaire. J'ai assisté à une conférence d'un artiste parisien, mais c'était une conférence faite au Sénégal. J'ai pu discuter avec la directrice de la collection Carmignac, qui est à Porquerolles. On a visité le MAC à Lyon, on est même parti à Marrakech, on est même parti aussi à Stockholm. Donc, je trouve que j'ai pu discuter avec des acteurs que je n'aurais pas pu faire en présentiel. Et ce digital a ouvert des portes. J'ai même discuté plus d'une demi-heure avec Kamel Menou, qui m'a dit, mais jamais j'ai cru que j'allais prendre le temps comme ça de discuter avec toi. J'avais parlé un peu avec lui en foire, mais c'est pas la même chose. Alors, il y a cette forme aussi des lives à Instagram que je trouve assez intéressant, qui permet à nouveau aussi d'ouvrir les frontières, et surtout de prendre une certaine connaissance d'acteurs qu'on n'aurait pas pu rencontrer peut-être directement. On voit ici justement un peu dans ces résumés la place du marché en ligne, les différents acteurs, comment un peu ça fonctionne. On voit aussi l'importance des salles de vente. Et alors, dans cet aspect d'un petit peu conclusion, si c'était à nouveau dans le rapport Xcox, s'il fallait voir un peu cette tendance dans les 5 années à venir, voilà, quelles sont les tendances. On parle de peut-être un nouvel acteur qui pourrait un peu changer un peu les billes actuelles par rapport à peut-être venir avec une nouvelle forme de présentation du milieu culturel. Ce qui est quand même malgré tout intéressant à savoir, c'est que il y a une ouverture de frontières. Il y a effectivement un certain aspect dynamique et concurrentiel. Toutefois, ça ne remplacera jamais le présentiel. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler avec les deux outils, aussi bien travailler en présentiel qu'en distanciel, en apportant par le distanciel quelque chose de nouveau,
de plus riche, mais tout en évidemment préservant le contact humain. D'ailleurs, des fois, tous les collectionneurs n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se retrouver sur un coin de stand et discuter, d'échanger. Il y a quand même des rencontres qui se font quand on va dans des vernissages et qu'on a même un petit verre parce qu'on reste un petit peu plus longtemps qu'on n'a pas avec le distanciel. Il faut, si on a du distanciel, on a son carnet d'adresse. Le plus grand défi, c'est d'ouvrir ce carnet et d'effectivement ouvrir les frontières à tout niveau. Voilà, alors c'était assez rapide, mais vu le timing, j'ai voulu faire au mieux et vous présenter un maximum de choses, mais je serais ravie, évidemment, de discuter avec vous. Bravo Stéphanie, on va d'abord t'applaudir, bravo. Timing bien maintenu. Voilà, en termes de réflexion, donc j'ai noté évidemment, un peu comme chez Ecofin, l'international évidemment est possible aujourd'hui grâce au nouveau système de collection et je pense que là vraiment on est sur la même longueur d'onde. Et je vais également faire une proposition, mais je ne sais pas si ça existe déjà. On est toujours un petit peu frustré en fait quand on va visiter une collection ou un musée. Quand on rentre chez soi, on a oublié la moitié de ce qu'on a écouté ou l'audio qu'on n'a plus en tête. Est-ce qu'éventuellement, ce ne serait pas non plus intéressant quand on participe donc à une conférence ou à une visite d'un musée, de pouvoir après, pouvoir encore via son ticket d'entrée, pouvoir se connecter au musée et en fait aller de tableau en tableau et de revoir un petit peu avec une explication chaque fois en ligne en style audio le tableau qu'on n'a pas eu le temps de voir à son aise lorsqu'on était là, parce que parfois dans un musée, je prends un grand exemple, le musée du Louvre, la Joconde, on ne va peut-être pas la voir, mais si après on peut la revoir en ligne et concrètement et gentiment en 3D et vérifier, comme tu as dit là tantôt, avec des nouveaux outils, je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, ou est-ce que ça existe déjà d'après toi? Il y a notamment aussi le fait que tu as des fois des QR codes et donc tu peux garder du contenu parce que tu fais un QR code. J'avais vu une exposition comme ça, Bacon, où j'avais de l'audio guide à travers mon téléphone que tu peux conserver, mais tu peux aussi évidemment conserver ce contenu en ayant notamment le guide du visiteur que tu télécharges sur ton téléphone et que tu peux conserver. Et on a vu une collection récemment chez Alain Servet qui est très au fait de tous ces aspects-là. Eh bien, lui, il y avait tout le déroulé de sa collection qui était accessible en ligne. On téléchargeait un QR code et on avait le nom de l'artiste, on avait l'explication. Il est évident que le présentiel ne remplacera ni l'un ni l'autre, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette connexion bilatérale. Je vois justement Béatrice Bourdon qui est connectée en tout petit, qui est la directrice de la BRAFA. Et justement, la BRAFA avait mis sur pied cette année BRAFA in the Galleries, qui était justement pour rejouer sur l'aspect d'aller dans les galeries, mais en utilisant un outil qui était entièrement gratuit. Et ça, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, de permettre à tous leurs partenaires, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils les considèrent, donc les galeries participantes, de pouvoir avoir une visibilité en ligne avec le nom de la galerie qui y sont, mais d'inviter les gens à quand même franchir des portes en présentiel. C'est vrai que c'est un réel défi. On sait que le digital peut apporter certaines innovations, ouvertures et autres, mais malgré tout, nous sommes dans un business, dans l'art, qui est un business de contact. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions pour Stéphanie? Donc, il y a moyen de poser des questions via la main levée ou bien via le chat. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphanie? Ou est-ce que tout est clair? Ouais. Apparemment, c'est clair. Donc, moi, ce que j'ai retenu également, donc, c'est évidemment cette complémentarité. Je crois que c'est vraiment ça qui est utile et je l'ai remarqué également de mon côté. À pouvoir contacter des gens qui se trouvent, on aura bientôt un conférencier qui est bloqué au fin fond de l'Afrique, qui est belge et qui nous présentera un sujet sur l'immobilier suite à un bouquin qu'il a écrit il y a quelques mois et qui n'a pas encore pu vraiment sortir puisqu'il n'a pas encore l'occasion de le présenter non plus en Europe. Donc voilà, il y a tout le temps des ouvertures qui sont possibles. Et dans le milieu de l'art notamment, je pense que les gens qui aujourd'hui ont cette possibilité de travailler avec cet outil peuvent gagner de nouveaux clients. Moi, j'avais mis ça en ligne, mais c'est une expérience personnelle il y a très longtemps pour un artiste peintre qui s'appelle Paul Marienne, qui malheureusement n'a plus son site internet. On avait en fait mis tous ces tableaux en ligne. Chacun pouvait alors à ce moment-là le consulter. C'était encore bien avant la vidéo et la Covid. On s'est rendu compte que rien que dans les pays de l'Est, il y avait au moins
une centaine de personnes qui s'étaient déjà connectées de Russie, de Pologne et d'ailleurs, qui ont découvert cet artiste qui ne connaissaient absolument pas, grâce notamment au web. Donc pour moi, c'est complémentaire. Et on ne doit pas l'oublier, même après la Covid, continuer et développer et améliorer et un petit peu affiner peut-être pour ne pas être en surcharge comme on l'est pour l'instant. On a trop évidemment de conférences, trop de webinaires, ça j'en suis convaincu, mais c'est la seule façon pour l'instant de garder les contacts avec nos membres et avec les gens qui nous entourent. Après, évidemment, on passera à une autre étape, mais quelque part, je crois quand même, je pense que dans ton cercle de CDAC, ce sera pratiquement du pareil au même. On a découvert, nous aussi, maintenant l'international. On a un Ecofin Club international, donc on a des gens qui se connectent via Paris, via Londres, via Lyon, via Marseille, et qui nous suivent en direct aussi, parce que voilà, il y a cette possibilité qui nous a été offerte. Donc je ne sais pas de ton côté comment ça se passe. Écoute, bon, moi j'ai mes membres qui se sont fait membres pour la convivialité du cercle et le présentiel. Donc effectivement, au niveau des membres, le distanciel, c'est compliqué. Ça a été effectivement un outil pour pouvoir garder du lien. On a même fait des apéros pour vraiment juste pouvoir discuter entre nous. Moi, j'étais assez enthousiaste par la programmation que j'ai développée, mais au fur et à mesure du temps, nous étions de moins en moins. Je pense qu'effectivement, ça touche peut-être un public, peut-être un nouveau public. Je le vois quand je fais des lives Instagram, il y a 300 vues, ça change des 10 personnes qui se connectent quand je fais un Zoom, quoi. Donc, voilà, je pense que peut-être on s'adresse à un autre public par le distanciel. Nos membres sont des membres, je crois aussi bien dans ton réseau que le mien, sauf que toi, tu as plein d'antennes différentes, mais en tout cas, nous, dans l'art, on est fait pour se rencontrer, pour se voir, pour échanger, pour voir la matière. Donc voilà, en tant que tel, le cercle d'art contemporain est plus même pour du présentiel. C'est encore différent qu'une conférence comme la tienne où tu peux justement faire que les gens qui sont membres d'Ecofin Namur peuvent assister à la conférence de Liège. C'est encore différent pour nous. Exact. J'ai ici un message de Christophe Courcel qui met ceci. Bonjour Stéphanie, je vous ai envoyé un mail à ce sujet, mais je pense que le projet Ionic devrait être abordé à l'avenir, une innovation belge dans le monde de l'art digital. Voilà. Oui, c'était un système de cadre par rapport à des photographies argentiques. C'est un cadre digital qui diffuse différentes photos. Donc on a l'impression d'avoir un vrai tirage au mur, mais c'est une image entièrement numérique. Donc c'est une innovation. Après, moi j'avoue, surtout pour avoir travaillé au musée de la photographie à Charleroi, un tirage argentique et un tirage numérique, ce n'est pas du tout la même chose. Même si on peut avoir une innovation et autres, je pense que quand même posséder quelque chose de physique, mais bon, moi je suis encore un peu vieille école, a quand même un autre charme que d'avoir un cadre, même s'il est très beau ce cadre, je vais encore un peu creuser le procédé, c'est sûrement super, mais je pense en tout cas moi je me demandais en termes de, comme on parle de tirage numéroté et autres, je me demande comment ça fonctionne, mais il faut, comme on l'a fait nous tous en étant connectés, il ne faut pas être fermé à la technologie, il faut la comprendre, il faut être de plus en plus à l'aise avec, et voilà. Fais-nous un petit peu rêver. Avant, on voyageait pas mal avec toi. En tout cas, tu avais un beau programme au niveau international. Qu'est-ce qui est prévu éventuellement au second semestre si nous pouvons à nouveau sortir de notre terre? Tu t'emballes, moi je ne prévois pas encore. Oui, j'aime bien m'emballer. Et moi j'aimerais bien aller, on fait une très chouette conférence avec la directrice du MAC Lyon. Et à Lyon, il y a une très chouette biennale de grande qualité, donc j'aimerais bien emmener mes membres là-bas. Mais je pense qu'on va encore rester sur des petits voyages sans forcément encore prendre l'avion. C'est sûr qu'avec toute cette crise, on devait partir à Basel, Miami. J'avais chauffé mes membres et on devait être un petit groupe de 10. Bon voilà, ça je crois qu'on va un petit peu attendre. On espère pouvoir faire Bâle, en espérant, ici la foire est postposée en septembre, bon, à voir. Mais voilà, moi je préfère encore fidéliser les gens en Belgique avant de sortir de nos frontières. En parlant de petits voyages, je reviendrai un petit peu plus tard. J'ai eu un appel du pied aussi au Luxembourg d'un cercle d'art contemporain luxembourgeois que tu connais certainement, qui va également s'installer à Bruxelles, si j'ai bien compris son message. Et donc, je t'en parlerai aussi pour voir ce qu'on pourrait éventuellement faire ensemble. Je vois aussi que la Fred Rossillon qui est avec nous, donc du Théâtre de Liège. Donc là aussi, évidemment, dans le monde de la culture, on espère tous pouvoir revenir. Et on avait aussi prévu un événement chez lui, donc au Théâtre de Liège. Mais bon, voilà.
second semestre, j'espère que ce sera enfin le monde réel qu'on a toujours tous espéré et souhaité avoir avec nous. Je ne sais pas ce que vous avez encore des questions éventuellement pour Stéphanie. Stéphanie, par rapport notamment à ton club, donc pourquoi est-ce qu'en fait tu as créé ce club, ce cercle d'art contemporain? Pourquoi pour créer du lien. Justement, du lien aussi bien au niveau des professionnels, parce qu'en ayant travaillé en galerie, en musée, je trouvais qu'au niveau des professionnels, on ne se connaissait pas assez entre nous, on ne connaissait pas assez bien nos métiers aussi, les difficultés, un peu les enjeux aussi du quotidien. Donc j'avais envie qu'au niveau des professionnels, il y ait une autre rencontre. Et puis j'avais envie aussi que le public que moi j'appelle passionné, donc des gens qui ne sont pas actifs dans l'univers, puissent se rencontrer, discuter et apprendre ensemble. Parce que le milieu de l'art contemporain peut être un milieu un petit peu élitiste, où on a peur peut-être de franchir les portes d'une galerie, alors que justement c'est un milieu de passionnés à tout niveau, même dans les galeristes, dans les foires, dans tous les de l'art, on reste quand même des gens de passion. Et donc j'avais envie de créer un réseau fort de gens unis par rapport à l'art contemporain, découvrir ensemble. Et peut-être de créer des nouveaux profils de collection qui n'étaient pas connus dans les galeries en apportant ce et ce professionnalisme dans nos activités. Je crois qu'on a bien réussi. On est quand même une centaine de membres. Il y a très peu de turnover. C'est pour ça aussi voilà, que j'ai voulu créer le Young Art Club. C'est dans la même démarche. J'ai créé un groupe de jeunes, parce que j'avoue que mes membres sont des membres qui sont autour de 40 ans jusqu'à 75. En Young Art Club, c'est créer un groupe de jeunes qui, eux, clairement, n'ont pas encore de réseau et qui n'ont pas peut-être en connaissance en art. Voilà. Cette année-ci, comme moi, tu vas fêter tes 7 ans d'existence de club, donc de cercle. Quel est ton plus beau souvenir et qu'est-ce que tu retiens en fait de cette aventure humaine depuis 7 ans? Des rencontres extraordinaires, sincèrement. Je suis, enfin, tout ce que je propose, j'avoue, je me suis la première à me faire plaisir parce que je rencontre des vraies personnalités, je rencontre des acteurs vraiment engagés. Et puis, on a un lien avec les membres. Certains sont devenus des amis. On a fait des repas dans des maisons avec des personnalités de dingue. Et c'est vrai que je suis très heureuse d'être indépendante. J'avoue que je vis mon quotidien avec des comme toi au quotidien, mais des rencontres et des moments magiques. Et quand je regarde, encore plus à l'heure d'aujourd'hui, mais quand je regarde les photos, parce que j'adore faire des photos de tout ce qu'on va voir, et que je vois ces moments qu'on a partagés, ces rencontres, j'ai des collectionneurs, bon, comme Charles Riva, qui n'est pas toujours en Belgique, mais qui m'a dit, tu as les clés de mon appartement, tu viens quand tu veux. C'est vrai que voilà, j'ai réussi à des liens à tout niveau et toutes mes activités se croisent, parce que voilà, un public qui est dédié à une institution, mais c'est aussi un public passionné qui a d'autres envies de soutenir une institution muséale. Donc, voilà, j'avoue que ce sont des rencontres, ce sont des moments magiques et chaque événement, je vis chaque événement comme si c'était le dernier. Je me dis, il ne faut pas déconner, fait. Donc il y a toujours un petit peu cette pression, cette boule au ventre, mais voilà, et puis on apprend tout le temps. Et le côté de l'apprentissage est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, on disait tout le temps, il faut toujours en fait organiser sa conférence comme si c'était la première et la dernière. Et comme ça, en général, on réussit toujours tout ce qu'on fait. Au moins, il y a toujours ce stress qui nous passionne. Dernière petite question, et après on clôturera. Comment vois-tu ton club dans 3 à 5 ans? Bonne question. J'espère que je le vois toujours. Comment je le vois? Je le vois comme il est, peut-être plus fort. Voilà, parce que je pense qu'on a vraiment bien construit et comme toi, on est toujours avec plein d'idées, plein de développements et donc ce que j'espère juste, c'est le solidifier de chaque année. J'ai la chance que quand même en Belgique, on dit qu'on est le pays où il y a le plus de collectionneurs au mètre carré. Donc il y a quand même une richesse dans tous les acteurs, à chaque fois essayer de se développer au mieux. Et donc cette envie de voir tout ce qui se passe. Donc j'espère encore plus fort et encore plus de contacts, aussi bien dans les passionnés que dans les professionnels. Voilà, on va terminer sur ces belles paroles et je te souhaite tout le bonheur du monde pour le futur et félicitations pour ta présentation. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. À très bientôt, j'espère, pour Ecofin Club. Donc, le prochain rendez-vous,
Ce sera mardi avec Barbara Trecht, qui également donc à Bruxelles Capitale, secrétaire d'État. Et puis ensuite, nous aurons Philippe Ledan jeudi. Et également vendredi sur la concession automobile, notamment qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur automobile vendredi avec Mercedes-Benz. Voilà, en tout cas, à très bientôt, j'espère. Un tout grand merci Stéphanie. Un excellent week-end déjà à vous tous et amusez-vous bien et bonne journée. À très bientôt. Au revoir.